Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Par burn-out, en fait, on entend, si on prend la définition plus ou moins classique, on dit que c'est une fatigue physique, émotionnelle et mentale qui est liée à un excès de contrainte plutôt professionnelle. Ça, c'est un peu la définition. Alors, maintenant, au niveau des symptômes, ça n'est pas si évident de la différencier avec de la dépression, avec un stress psychosomatique, avec le burn-out tel qu'il est lui-même, parfois avec une fatigue passagère au niveau des symptômes eux-mêmes. C'est un peu l'histoire qui peut faire la différence. Mais disons qu'en tout cas, ce qu'on va retrouver d'assez classiquement dans ce qu'on appelle le burn-out, c'est justement cet état d'épuisement. Ça, c'est un symptôme, évidemment, une grande fatigue, un manque d'envie, de motivation professionnelle, un manque d'efficacité professionnelle, des troubles du sommeil en général, et différents troubles somatiques. Ça peut être des maux de dos, des maux de ventre, de l'hypotension, des vertiges. Enfin bon, il y a un tas de symptômes possibles. Ça, c'est au niveau, on va dire, des symptômes. Et évidemment, ce qui va aussi permettre de poser le diagnostic, si je puis dire, de burn-out, c'est l'historique, on va dire, l'histoire au niveau professionnel, bien sûr, soit une surcharge de travail. Alors ça peut, on dit par définition que c'est un excès de contrainte. Alors ça peut être un excès de contrainte des gens qui bossent trop. J'ai eu des patients comme ça qui aimaient ce qu'ils faisaient, mais qui bossaient beaucoup trop. Et puis, bien souvent, c'est un excès de contrainte dans le sens où il y a une mauvaise ambiance, où il y a un harcèlement ou une surcharge, une mauvaise entente dans l'équipe, enfin bon, etc., qui crée en fait ce stress chronique. Et puis alors, il y a aussi, bien entendu, des contraintes extra-professionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir ce qui peut épuiser l'organisme, c'est un mauvais sommeil, par exemple, c'est une surcharge physique. Il y a des gens qui se disent, tiens, moi, pour échapper au stress, je vais faire du sport parce que c'est bien, et c'est vrai, c'est très bien, évidemment, mais ils en font trop. Et donc, le boulot, les enfants, le sommeil, l'activité physique, tout mélanger amène au burn-out. Un stress énorme. En fait, il y a aussi, ça j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est un élément important, c'est une hyper-réactivité au stress, une hypersensibilité au stress. Le fait que tout ce qui est événement stressant, tout est trop en fait. C'est ça, tout est vite trop. Dès qu'on demande quelque chose, une montagne, alors que c'est quelque chose qu'on aurait fait en 5 minutes sans se poser de questions, il y a de ça 6 mois ou un an. Alors, il y a effectivement une grande hypothèse pour expliquer tout ça, c'est précisément la surrénale, qui est en fait la glande, qui est la glande du stress, qui est celle qui fait que, pour reprendre un exemple typique et simple, quand on est dans une situation de stress aigu, eh bien, la surrénale va s'activer et va produire deux types de substances. D'une part, l'adrénaline. L'adrénaline, ça va nous donner un boost énergétique pour pouvoir avoir plus d'énergie, d'agressivité, etc., pour répondre à cette situation de stress. Et stress aigu, c'est ponctuel, quoi. C'est un événement stressant qui arrive. Un événement ponctuel. On voit un lion, par exemple. On voit un lion dans la rue, c'est un peu de chance. Enfin, voilà, exemple. C'est ça qui peut se passer. Et alors, derrière ça, donc toujours la même glande, une autre partie de la glande, ce qu'on appelle l'adrénaline, c'est produit par on va dire ce qui est au milieu de la glande, ce qu'on appelle la médullaire de la surrénale, et le cortisol est plus produit par le côté externe de la glande. Et ce cortisol, lui, va avoir comme action de suivre le mouvement, c'est-à-dire qu'il va permettre l'adaptation métabolique au stress, que ce soit en mobilisant justement ses réserves énergétiques, pour recréer du sucre, par exemple, au niveau de la tension, équilibre tension, augmenter la tension, bref, il va. Et puis ensuite, son action anti-inflammatoire pour pouvoir justement s'adapter aux coups, aux blessures, aux coups de griffes et aux morsures. Enfin, je veux dire, il y a une réaction inflammatoire qui se fait juste de manière psychosomatique? Non.
Non, mais il peut y avoir... qui va être lié, si je dois courir, j'ai utilisé mes muscles, j'ai fait de l'inflammation au niveau de mes muscles. C'est l'inflammation qui se crée, absolument. Et donc, ça, c'est vraiment l'adaptation au stress. Dans une adaptation au stress aigu, on sait que la surrénale va agir comme ça. Alors quand maintenant le stress devient chronique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, ce qui est un mécanisme tout à fait normal, naturel, d'adaptation, ça devient anormal. Le stress chronique, à ce moment-là, fait que la glande est surstimulée de façon constante. Et on sait très bien, ça a été déjà décrit dans les années 70, c'est pas tout nouveau, mais c'est mieux compris maintenant. Il y a beaucoup plus de publications sur le sujet ces dernières années. Eh bien, c'est que effectivement, après cette première phase où la surrénale s'adapte normalement, eh bien, à un moment donné, on va produire des messagers inflammatoires. Donc, il y a des cytokines qui sont produites et qui vont faire quelque chose avoir plusieurs actions problématiques. Une des actions, ça va être de bloquer ce qu'on appelle le feedback normal. Alors, c'est quoi le feedback hormonal ? Donc, il faut savoir que c'est comme ça pour toutes les glandes, que ce soit la surrénale, la thyroïde, les ovaires, etc. Quand la glande produit une hormone, à un moment donné, quand le taux d'hormone monte à un certain niveau, ça envoie un message au cerveau qui dit « écoute, il y a assez d'hormones » et alors le cerveau, lui, arrête de stimuler la glande. À l'inverse, s'il n'y a pas assez d'hormones, le cerveau stimule la glande. Donc, c'est tout ce phénomène de feedback. Et à partir du moment où, normalement, le taux de cortisol monte, ça envoie un message au cerveau qui diminue la stimulation de la surrénale. Pour dire, c'est bon, on en a produit assez. C'est bon, on en a produit assez. Mais alors, ce qui se passe ici, c'est que ces fameuses cytokines inflammatoires ont, entre autres, comme effet de diminuer la réactivité de l'hypophyse, donc de cette partie du cerveau qui réagit là-dessus. Et donc, il n'y a plus ce feedback négatif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le cortisol continue à monter. Et donc, on est dans une situation d'hypercorticisme et des situations aussi, entre parenthèses, de production de cytokines qui vont non seulement empêcher ce feedback, mais qui vont aussi enflammer et oxyder la mitochondrie, donc abîmer nos fameuses producteurs d'énergie. Et c'est sans doute ce qui explique la fatigue. Donc, quand on est déjà dans la phase d'hypercorticisme, la première phase, on est déjà fatigué. Et là, on a beaucoup de cortisol. Un peu naïvement, on pourrait dire, on produit beaucoup de cortisol. C'est ce qui est supposé remettre notre corps à l'équilibre. On devrait être zen. Voilà. Et donc, en fait, quelque part, il y a une adaptation avec cette hyperproduction de cortisol qui serait plutôt une chose à première vue intéressante. Si ce n'est que ça va avoir éventuellement comme effet négatif de monter le sucre dans le sang, de brûler ses muscles, d'augmenter la tension artérielle. Ce qui peut expliquer que des personnes, du coup, prennent du poids quand elles sont surstressées. Ou exactement. Ça peut être lié à ça aussi. Exactement. En plus, on sait que cet hypercorticisme peut avoir un impact sur la transformation de l'hormone thyroïdienne T4 en T3, qui est une hormone active de la thyroïde. Donc, voilà, il y a tout ça qui se passe. Et alors, en même temps, il y a ce phénomène cytokinique inflammatoire avec le stress chronique qui a un effet déjà sur la mitochondrie et sur la fatigue. Donc, ça, c'est cette fameuse deuxième phase. Donc, c'est cette phase de burn-in. Qui correspondrait, si je puis dire, dans le langage de l'entreprise. Pré-burnout, quoi. Pré-burnout, voilà. Un surstress avec une production qui est trop élevée pour essayer de rétablir l'équilibre parce qu'il y a plus ce message qui dit on a produit assez, quoi. Exactement. Donc ça, c'est cette phase-là. Et puis alors arrive une troisième phase où à ce moment-là, quand on a pompé, à un moment donné, on épuise ses réserves, évidemment. Et à ce moment-là, ça s'effondre, et alors on arrive dans l'épuisement surrénalien. Donc il y a la troisième partie, où à ce moment-là, il n'y a plus assez de production, et là, ça peut s'associer au niveau symptomatique, avec toujours de la fatigue, une mauvaise réponse au stress, enfin je veux dire, une hypersensibilité, cette non-adaptation, si je puis dire, au stress. Et puis alors, on va retrouver d'autres symptômes comme de l'hypotension éventuellement qui va arriver. On va avoir des hypoglycémies. Donc, il faut savoir que la cortisone est aussi ce qu'on appelle, le cortisol qu'on produit est aussi l'hormone de contre-régulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un taux de sucre dans le sang, on va utiliser ce taux de sucre et ses réserves en glycogène. Et puis à un moment donné, quand on n'a plus, le cortisol va permettre d'aller rechercher au niveau des muscles et de la graisse des substrats pour reproduire du sucre. On appelle la néoglucogénèse. Bon. Et donc, comme on n'a plus assez de cortisol, on ne le fait plus. Et donc, ce sont des gens qui vont avoir des hypos à distance des repas,
avec des malaises à distance. Et des envies de sucre aussi, du coup, des envies de sucre, donc déjà, il y a la prise de poids associée dans la première phase. Là, on est plutôt dans les envies de sucre. Donc ça, ce sont des mécanismes. Et donc, pour en revenir à cette histoire de cortisol, eh bien, ce sont ces fameuses 3 phases qui sont extrêmement intéressantes à évaluer. 3 phases de Célis, c'est-à-dire que quand vous êtes stressé, imaginez vous sortez ici, hop, place Vendôme, et vous tombez sur je ne sais pas qui, et donc, qui vous stresse, et donc vous allez avoir un pic d'adrénaline qui ferait qu'au cas où, je ne sais pas si c'est un tigre, vous allez commencer soit plutôt à courir, hein, ou si c'est quelque chose de moins agressif, à vous battre, enfin bon, bref. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui va permettre une décharge énergétique pour vous donner de l'énergie, etc. Et puis ensuite, cette adrénaline chute, et à ce moment-là, vous avez la ligne verte ici, qui est le cortisol, qui va monter. Alors pourquoi ça va monter? Ça va monter, c'est une adaptation normale, ça va monter justement pour compenser à la fois le stress métabolique par rapport à la glycémie, justement, pour avoir une action anti-inflammatoire, si vous avez pris des coups, des griffes, etc. Et donc, ce sont toute une adaptation métabolique anti-inflammatoire naturelle par rapport à une situation de stress qui se crée. Ça, c'est une situation aiguë. Maintenant, imaginons que vous êtes confronté à un stress chronique, ce qui est le cas, on en parle beaucoup, le harcèlement, le travail excessif, la réduction du personnel, les temps de trajet, etc., le fisc, enfin tout ça. Donc, eh bien, imaginons que ce stress est chronique. Pendant tout un temps, ça va aller. C'est la phase de résistance, on voit que le taux de cortisol va rester correct. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une disrupture, je vais vous expliquer pourquoi et comment, et alors la surrénale ne va plus être, il ne va plus avoir le fameux feedback négatif comme on a pour toutes les hormones. Ce feedback négatif va disparaître, le taux de cortisol va monter, vous allez être en hypercorticisme jusqu'au moment où on va pomper ses réserves, de pregnénolone par exemple, qui est vraiment l'hormone de stock, la pré-hormone de stock, et boum, tout s'effondre. Et donc là, on va passer un peu de ce qu'on appelle le pré-burnout, toute cette phase d'épuisement, d'hyperactivité, à cette phase suivante, qui est la phase qu'on peut appeler vraiment le burn-out ou la phase d'épuisement surrénalien. Alors c'est très intéressant d'identifier les différentes phases, parce qu'on peut dire, bon, finalement, ok, les gens sont stressés, on va leur donner du magnésium, des plantes adaptogènes, et puis terminer. Eh bien, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça si on veut être pointu, parce que c'est pas exactement la même chose qu'on va donner si on est dans cette phase-ci ou si on est dans cette phase-là. D'où l'intérêt, évidemment, de l'analyse. Alors maintenant, je vous explique ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça part en vrille? Eh bien, ça part en vrille pour la raison suivante. C'est qu'on sait qu'en cas de stress chronique, eh bien, il va y avoir une production importante de certains types de kinases, enfin, qui va amener une production importante de cytokines inflammatoires. Cytokines inflammatoires, vous savez tous ce que c'est, hein, ce sont donc des messagers de l'inflammation. Et ces messagers de l'inflammation vont aller inhiber les récepteurs hypothalamiques au cortisol. Ce qui veut dire que le phénomène de feedback qu'on connaît pour toutes les glandes, où à partir du moment où le taux d'une hormone monte, ce taux d'hormone est capturé par le cerveau, qui dit « oh, il y a trop d'hormones » et qui diminue la stimulation de la glande. Hein, c'est comme ça pour la thyroïde, c'est comme ça pour les ovaires, c'est comme ça pour la surrénale. Eh bien, à partir du moment où ce processus ici ne fonctionne plus, parce que les cytokines inflammatoires produites par ce stress vont inhiber ce mécanisme, eh bien, on va, à ce moment-là, arriver dans une croissance de ce cortisol. Alors, le problème, c'est que ces cytokines inflammatoires, en l'occurrence, particulièrement ces deux-ci, ne vont pas avoir que cet effet-là. Elles vont avoir un autre effet extrêmement important, c'est qu'elles vont augmenter l'oxydation mitochondriale. Et les mitochondries, vous savez tous, ce sont ces petits organites dans les cellules qui produisent l'énergie. C'est vraiment notre source énergétique. C'est une fois que les mitochondries ne fonctionnent plus qu'on meurt. Hein, c'est vraiment l'élément fondamental de la cellule. Et à partir du moment où une mitochondrie ne fonctionne pas bien, eh bien, ça va évidemment avoir comme conséquence d'être fatigué. Donc ça peut déjà expliquer les symptômes de fatigue. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué quand on est stressé?
Alors, bon, vous allez me dire peut-être parce qu'on ne dort pas bien, mais il y a aussi une fatigue liée au stress. C'est lié à l'oxydation mitochondriale. Parce qu'en fait, une mitochondrie, pour qu'elle fonctionne bien, il faut à la fois lui donner les nutriments pour qu'elle fonctionne bien. Donc, il y a des vitamines B, par exemple, surtout la B2, la B3, le coenzyme Q10, le magnésium, le fer, tous ces nutriments-là, mais pas que. Il ne faut pas qu'elle soit oxydée. C'est terriblement important d'avoir un système antioxydant qui fonctionne bien pour éviter que la mitochondrie s'oxyde, parce que quand elle s'oxyde, elle fonctionne très mal. Et ça peut aller plus loin, évidemment, ça peut dégénérer, ça peut activer des processus d'apoptose, donc de mort cellulaire, des processus d'altération mitochondriale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on sait que le sport est excellent pour la santé, comme vous le savez tous, sauf s'il est excessif, mais le sport est excellent pour la santé, entre autres, parce qu'il permet, quand on fait un effort d'une certaine intensité, d'étiqueter les mitochondries. Donc à partir du moment où on voit que les mitochondries ne suivent plus, on leur met une étiquette, c'est là, out. Et puis elles vont être dégagées, et ça va permettre d'éliminer les mitochondries qui pourraient partir de travers et favoriser, on sait que, on pense quand même que par exemple de cancer démarre au niveau mitochondrial. Et donc c'est quelque chose de très important. Donc j'en reviens aux 3 phases. Effectivement, quand on est dans cette phase-ci, vous avez compris que, à cause de ces cytokines pro-inflammatoires, on a une rupture du contrôle du feedback normal, mais on a aussi une oxydation mitochondriale qui altère évidemment les cellules et tout le temps où ça se produit. Et de ce fait, on sait qu'on a des défenses physiques, psychologiques et immunitaires qui vont chuter progressivement. Alors maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Parce que vous me dites, tiens, le cortisol, c'est la glande du stress, c'est fondamental. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Eh bien, pas par une prise de sang. En médecine fonctionnelle, c'est pas fait pour la médecine fonctionnelle, la prise de sang du cortisol. En fait, doser le cortisol dans le sang, c'est pour détecter les maladies. Donc, par exemple, la maladie de Cushing, la maladie d'Addison, donc, qui sont des situations extrêmes où soit ça fonctionne pas du tout, soit il y a une tumeur qui produit des hormones et on a des taux excessifs. La prise de sang, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour évaluer l'état fonctionnel de la surrénale. C'est facile à comprendre, en fait, tout simplement parce que si on veut prendre le pic matinal, parce que le pic matinal est quelque chose d'important à évaluer, eh bien, si le patient se rend au centre de prélèvement et que, pas de chance, la rue de Rivoli est bouchée par hasard ou autre chose, et qu'il arrive 1h30 après cette levée, eh ben, son pic, il est passé. Et donc, son taux va être bas et on va dire, ah, monsieur, vous êtes épuisé. Rien à voir. C'est parce que c'était fait 1h30 après. À l'inverse, s'il est hyper stressé, il peut avoir un pic momentané. Donc, je veux dire, ça n'est pas du tout un bon reflet. Il faut, et c'est ce qu'ont montré pas mal de nombreuses études, pour avoir une idée fonctionnelle de la situation surrénalienne, il faut faire un profil salivaire et sur plusieurs temps. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme temps? On va un peu se baser sur le cycle naturel. Ça, c'est le cycle naturel de production surrénalienne. Donc, comme vous savez, la nuit, le taux de cortisol est très bas. Certains, d'ailleurs, mettent un lien entre les douleurs inflammatoires nocturnes. Vous savez bien que les patients qui ont des douleurs inflammatoires nocturnes, eh bien, c'est un signe quelque part du côté inflammatoire de la chose, c'est d'avoir des douleurs nocturnes. Eh bien, certains font quand même un lien avec le fait que les taux de cortisol sont bas la nuit, et ça pourrait expliquer dans le biorhythme ce qu'il en est de ces douleurs. Et puis le cortisol monte le matin, et alors on a un pic au réveil, et puis ça redescend progressivement, comme ça sur la journée. Et donc, l'idée, c'est de doser le taux de cortisol, alors plutôt dans la salive que dans le sang. Déjà, pour commencer, pratiquement, c'est plus simple, plutôt que de piquer les gens 5 fois sur la journée et non qu'à collecter leur salive. Et puis deuxièmement, on sait, et on va aller de plus en plus vers les hormones salivaires, parce que l'hormone salivaire est l'hormone libre, active. Quand vous dosez l'hormone dans le sang, vous avez l'hormone qui est liée à son transporteur et qui n'est pas libre et pas active. Donc c'est une partie de celle-là qui va être libre et active. C'est pour ça qu'on fait des calculs, on dose le transporteur, on dose l'hormone et puis on fait un calcul pour évaluer l'hormone libre. On sait maintenant quand on dose l'hormone salivaire, c'est l'hormone libre. Et donc c'est beaucoup plus intéressant et on va aller de plus en plus au niveau des labos à utiliser comme matrice la salive, beaucoup plus que le sang.
Et donc, double intérêt, c'est plus pratique. On a l'hormone libre et alors on fait le biorhythme. Donc on le prend au réveil. On évalue ce que les Anglais appellent le cortisol awakening response, c'est-à-dire la réponse surrénalienne au réveil, qui est un très bon reflet de la capacité de la surrénale à réagir au stress, par exemple. Et puis ensuite, le taux à midi, à 18h et à 22h. Du coup, venons peut-être à une des choses qui intéresse probablement le plus les personnes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on a fait une analyse, on a identifié, je suis dans une étape, tout va bien, ou je suis dans l'étape plutôt 1, enfin phase 1 ou phase 2. Enfin, ou phase 2, phase 3, ça dépend si on regarde 0, 1, 2 ou... Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Donc la phase 1 c'est normal, ouais. La 2 c'est en hyper et la 3 c'est en hypo. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu fais avec tes patients? Qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent parlons de la phase 2 faire? de la phase 3, vu que la phase 1 c'est phase normal. 1 tout va bien, donc, à ce niveau-là. Alors pour moi il y a trois volets, donc pour chaque, que ce soit la phase 2 ou la phase 3. Il y a le volet plante adaptogène, il y a le volet ou médication, on ne va pas parler de médication ici, on va parler de plante adaptogène. Il y a le volet magnésium et le volet soutien de la mitochondrie. Alors, rapidement, un petit point avant ça, donc il est possible d'agir sans médication là-dessus dans certains cas, ouais. Enfin, dans beaucoup de cas. C'est d'ailleurs souvent ce qui est fait, le recours à l'hydrocortisone ou à la pregnénolone est le plus rare, je trouve. Dans certains cas, je le fais, mais bon, il y a moyen d'agir sans médication. Et donc, alors, le magnésium, première chose. Donc ça, le magnésium, c'est terriblement important. On sait que le stress génère une perte de magnésium, donc on a une fuite urinaire de magnésium avec le stress importante, et on sait que cette perte de magnésium augmente la sensibilité au stress. Donc c'est un cercle vicieux épouvantable. Donc c'est un élément terriblement important, et donc je conseille dans ces situations de prendre 450 mg de magnésium élément minimum, entre 400 et 600. Vraiment prendre une dose, on ne risque pas de surcharge. Bon, sauf chez des gens qui ont une insuffisance rénale, mais ça, il faut le savoir, enfin, c'est quand même assez rare parmi les patients, mais sauf chez ces gens-là, on peut donner du magnésium à ces doses-là sans problème. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau des plantes adaptogènes. Donc, effectivement, il y a des plantes qui ont cette capacité de diminuer la réactivité de la surrénale au stress et donc de moduler ce phénomène. Et les deux plantes les plus connues à ce niveau-là, ce sont le rhodiola et l'ashwagandha, qui ont vraiment cette capacité-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien. Moi, je prescris souvent, d'ailleurs, l'ashwagandha, le magnésium. Pour autant que ce soit pris dans la bonne phase, quoi, c'est ça. Dans la situation de phase 2, ça, c'est vraiment les éléments intéressants. Et puis, alors, troisième élément, et ça, c'est valable pour les deux phases, tout comme le magnésium, il est valable pour les deux phases. À part que c'est encore plus important dans la phase 3, c'est le soutien de la mitochondrie. Et donc, par rapport à ça, il y a effectivement différents nutriments qu'on peut utiliser, que ce soit s'assurer qu'il n'y ait pas de manque de fer, le coenzyme Q10, les vitamines B et la carnitine. Donc, il y a le NADH qui est sous forme de vitamine B3 réduite, qui est extrêmement intéressant. C'est surtout les vitamines B2, B3 qui sont importantes. Donc, le Q10, je disais, le fer, le magnésium, qui est très important dans la mitochondrie aussi, la carnitine, qui est un élément fondamental. Et alors aussi, on peut utiliser une substance comme le maca, qui est en fait du ginseng péruvien et qui a cette capacité de... En fait, pourquoi est-ce que ce ginseng a un effet bénéfique sur l'énergie? Parce qu'il diminue l'oxydation de la mitochondrie. On sait que quand les mitochondries sont oxydées, elles sont moins efficaces. Donc ça, ce sont tous des éléments qui vont être très intéressants à utiliser. Alors, comme on ne peut pas donner 40 000 trucs non plus, parce que sinon, ça commence à devenir beaucoup, je crois qu'il est très important de se centrer dans la phase 2 sur des plantes adaptogènes type ashwagandha ou rhodiola, magnésium, pour venir un peu calmer, qui peuvent être associés éventuellement à d'autres éléments pour favoriser le sommeil, que ce soit différentes plantes ou que ce soit la mélatonine ou que ce soit etc. Et puis alors, il y a, quand on est dans une phase 3, là, on va vraiment soutenir avec ces éléments sur la mitochondrie, en particulier, avec toujours le magnésium, qui est valable dans les deux phases,
Et alors avec des plantes, comme par exemple, il y a le Schisandra asiatica, il y a le Pinus sylvestris, il y a la réglisse, qui a aussi un effet intéressant, parce que ça remonte un peu la tension. Souvent, ces gens sont en hypotension. Bon, pas à donner chez des gens hypertendus, évidemment. Mais voilà, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est ça c'est finalement ça, l'histoire. C'est, un, est-ce qu'on est dans cette situation-là, oui ou non? Et puis deux, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va plutôt prendre un traitement rhodiola, ashwagandha, magnésium, essentiellement axé là-dessus, ou est-ce qu'on va plutôt prendre un traitement pour soutenir la mitochondrie, magnésium, et des plantes plutôt type, comme je disais... adaptogène, mais dans l'autre sens. Adaptogène, mais dans l'autre sens. Ici, l'idée, c'est de vous illustrer ce propos par deux patients, enfin un patient et une patiente. Alors, on a pris Myriam et François, qui sont tous les deux fatigués, stressés, anxieux, et en gros, vous vous retrouvez avec les mêmes symptômes. Alors, on peut un petit peu finasser en disant qu'elle est peut-être plus irritable, elle sent un peu des vibrations dans la tête, et lui, il a des problèmes de concentration majeurs, très réactif à la lumière, il est pilote d'avion, d'ailleurs, il commençait à voir les chiffres qui dansaient et tout, donc il a préféré arrêter. Hein. Et moi, je le vois en consultation quand il était déjà en interruption de travail depuis 1 an. Et je le fais un profil du cortisol salivaire. Et donc ici, c'est pas Myriam, c'est François. Il y a une petite erreur de texte. Et en fait, que voit-on? Eh bien, on voit que celui ici qui est complètement stressé, fatigué, etc., eh bien, lui, il est déjà dans une situation clairement de burn-out. Donc, on voit que son taux de départ... Donc, si vous voulez ici, vous prenez le mieux de la courbe comme ça c'est ce que ça devrait être. OK? Et donc, lui, on voit qu'il commence déjà très bas. Il devrait commencer là, il est là. Il a encore un cortisol awakening response quand même, mais après, il s'effondre. À midi, il est complètement par terre, et à minuit aussi. Et on sait justement que les temps, il y a pas mal de publications qui montrent que les temps à midi et à minuit sont extrêmement intéressants à considérer. Donc ça, c'est vraiment une situation typique de burn-out, tandis qu'ici, chez elle, elle est encore dans l'agitation, elle n'est pas encore dans le burn-out. On voit quand même, donc on voit qu'elle a des taux, elle se réveille déjà avec des yeux boum comme ça, hein, et puis à midi, elle est encore trop haute, et le soir, elle a encore un taux de cortisol terriblement élevé. Donc elle est assez agitée, et on voit ici déjà qu'elle est en train, quelque part, de passer d'une situation vers l'autre, parce que on voit que son cortisol awakening response n'est déjà plus là. Donc là, on est vraiment dans une situation... Je veux dire que si on devait les mettre sur la courbe dont on a parlé tout à l'heure, je sais plus où elle est, voilà, lui, il serait quelque part ici, et elle est quelque part là, quoi. Et donc, ceci montre un petit peu comment c'est représenté. Bon, en l'occurrence, il y avait aussi des dosages, des métabolites des neurotransmetteurs qui avaient été faits. Et donc, en fait, voilà. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, chez Myriam, donc, elle est vraiment en haut, à ces 3 niveaux, avec une perte du cortisol awakening response, et lui, il est complètement en bas. Et on peut, de fait, Myriam, elle est plutôt dans cette situation-ci, et lui, il est plutôt dans cette situation-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la prise en charge, c'est en fait ça la question, pourquoi faire cette analyse? Je pense qu'il y a 2 volets qui sont très intéressants. Le premier, c'est d'objectiver. Le nombre de patients qui viennent à votre consultation et qui disent, voilà, je suis fatigué, je suis stressé, c'est pas ça qui manque. Et à partir du moment où vous objectivez quelque chose avec ça, ils sont déjà... Il y a déjà un soulagement de dire « Ah, mais oui, c'est donc vrai. Il y a donc quelque chose de physiologique. Quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui me dit pas « Ouais, voilà, bon. » Non, et si quelqu'un m'écoute, déjà ça, c'est intéressant. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir vraiment faire la distinction d'un cas ou de l'autre, parce que vous voyez que ce ne sont pas les mêmes traitements. Par exemple, chez Myriam, on va lui donner plutôt dans les plantes adaptogènes, parce qu'en fait, vous avez sûrement déjà entendu tous parler de plantes adaptogènes. Parfois, les gens ont l'impression que les plantes adaptogènes, elles ont la capacité exceptionnelle de s'adapter dans tous les sens. C'est pas vrai. Hein. Je veux dire, les plantes adaptogènes, elles permettent de s'adapter dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Et donc, l'ashwagandha et le rhodiola, qui sont des plantes adaptogènes très connues et très intéressantes, elles sont plutôt des plantes qui vont diminuer l'hyperréactivité de la surrénale au stress. Donc, c'est vraiment très intéressant quand on est dans cette phase-ci. Et puis, de l'autre côté, vous avez, c'est quelqu'un qui est épuisé, alors on va plutôt
à ce moment-là, bon, évidemment, quand même rendre compte quelque part de la gravité de la situation, de la nécessité de se reposer, de modifier des choses. Enfin, c'est tout le côté hygiéno-diététique lié aux professionnels, etc. Mais on va plutôt utiliser le maca, qui est un puissant antioxydant mitochondrial, parce qu'effectivement, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, cette oxydation des mitochondries, s'ils sont à ce stade d'épuisement, autant vous dire que l'oxydation a déjà eu le temps de se produire depuis un moment et qu'elle est forte. Donc on va utiliser des antioxydants, la mitochondrie comme le maca, la myrrhe des Indes, le schisandra, qui en plus a une action androgénique. Le pin sylvestre va aussi avoir une petite action stimulante sur la surrénale. Chez les gens qui sont hypotendus, vous pouvez même utiliser la réglisse, qui est aussi intéressante par rapport à l'hypotension. Donc ça, ce sont plutôt les plantes que vous allez utiliser ici. Et chez SIMP, évidemment, le principe, si vous demandez l'analyse, vous allez avoir tout un protocole explicatif avec les résultats, l'interprétation des résultats et les propositions de traitement. Vous faites encore ce que vous voulez, évidemment, hein, mais les propositions de traitement, comme ça, et voilà, il faut plutôt donner tel type de plante adaptogène ou ceci ou cela. L'évolution des profils dans les deux cas, donc vous voyez que Myriane, ça c'était en mai 2022, on est ici en août, donc 3 mois plus tard, et bien on voit qu'elle retrouve déjà un quart, donc elle ressort, et le truc c'est comme elle est un peu du genre hyperexcité, le quart il est un peu violent, hein, donc ça c'est trop. Normalement ça devrait quand même être plus petit, mais bon, c'est mieux ça que ça. Hein. Donc elle retrouve déjà un quart, et elle retombe un peu déjà à midi à un niveau plus acceptable, à 22h à un niveau plus acceptable. Donc ici ça se normalise, donc on voit qu'on retourne vers une courbe beaucoup plus normale, et chez François, qui a une évolution clinique remarquable. Entre parenthèses, avec tout ça, il a pu retourner travailler 6 mois après. Hein. Donc c'était parce que c'est quelqu'un. Vous avez des gens qui ont des burn-out parce qu'ils sont aussi dans des situations professionnelles de harcèlement ou insupportables. Ils n'ont pas du tout envie de remettre les pieds là où ils sont. Et puis il y a des gens qui ont des burn-out parce qu'ils ont trop donné et qui sont épuisés, mais ils ont envie de retourner travailler. Ce qui était son cas. Et donc ici, on voit que il est en train de remonter il passe aussi par cette phase, il fait le chemin en arrière. Donc là, il est encore ça s'agite encore pas mal. Mais au moins, on est revenu vers des niveaux convenables. Et là, c'est en train de s'apaiser vers une courbe beaucoup plus normale. Les grands conseils, alors il y a les conseils, on va dire, psycho-hygiéno-diététiques, hein, c'est-à-dire que c'est de manger correctement, évidemment, hein, l'intérêt éventuellement du petit déjeuner protéiné pour justement stimuler déjà la production dopaminergique, avoir déjà un effet tonique psychique plus intéressant au petit déjeuner et avoir un équilibre nutritionnel évidemment global idéal. Ça c'est le côté diététique. Alors le côté hygiénique, on en parlait, c'est de faire du sport 3 fois par semaine par exemple, ça ce serait idéal, même une demi-heure, hein, 3 fois par semaine. Et puis alors, il y a le côté psychique qui est... Alors là, c'est plus compliqué parce que ça dépend des conditions de stress au travail. C'est certain que... là, c'est très difficile parce que s'il y a un harcèlement, une mauvaise ambiance, nous, en tant que médecin, on ne peut pas y faire grand-chose. S'il y a si on presse un peu le citron dans la compagnie, les gens aiment bien ce qu'ils font, mais que s'ils travaillent trop, on ne peut pas y faire grand-chose non plus. Donc ça, c'est là, c'est le volet qui est plus complexe, évidemment. Et puis alors, il y a tout ce qui est soutien. Donc tout ce qui est soutien, et c'est là où c'est intéressant d'évaluer dans quelle phase on est. Si on est dans la phase 2, la phase 3. C'est une des analyses que nous, on propose chez SIMP, l'analyse du cortisol qui se fait facilement en fait, depuis la maison où les clients commandent, font l'analyse depuis chez eux. C'est 5 petites salivettes qu'ils mettent derrière la bouche à 5 moments de la journée et puis renvoient au laboratoire et reçoivent justement les résultats expliquant voilà, vous êtes plutôt dans cette phase-là ou cette phase-là et voilà ce qui pourrait être intéressant de faire.